Bon, eh bien, il semblerait que nous sommes plus proches de la fin de l'Euro 2024 que du début. Mesdames, messieurs, j'espère sincèrement que vous allez bien. Prenez soin de vous comme d'habitude. Nous nous retrouvons pour parler de ces 4 merveilleuses affiches. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis fan des quatre affiches, très sincèrement, des matchs où absolument tout peut arriver. Et j'espère que vous avez quand même apprécié ces huitièmes de finale qui, pour certains, étaient très très bons. Pour d'autres, un peu, hein, voilà, un peu maussade. Coucou France-Belgique, on te voit au fond de la classe. On t'aime beaucoup quand même. Espagne-Allemagne. Portugal-France, Angleterre-Suisse et Pays-Bas-Turquie. Des affiches exceptionnelles et pourquoi pas voir quelques surprises, même si en vrai, j'aime pas trop le mot surprise à cet instant-là, parce que vraiment, tout peut arriver. Bon, on va se poser très tranquillement, et comme d'habitude, le message disclaimer en début de vidéo. Je fais aussi et surtout ces vidéos pour parler des équipes. Le pronostic, c'est un bonus pour moi. Un prono, c'est un prono, c'est aussi de la chance, un peu du hasard. Tout peut arriver dans le football. Le football, c'est pas comme le tennis, c'est pas un autre sport individuel, c'est du football. Absolument tout peut arriver. Maintenant qu'on a dit ça, j'espère que vous l'apprécierez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à me soutenir avec un petit like. On commence avec cette Espagne-Allemagne. Premier match de ces quarts. Ça a des goûts de finale. Ça a des goûts de finale. Parce que oui, je pense qu'on va être à peu près tous d'accord pour dire que l'Espagne, en tout cas, est l'équipe qui a fait la plus forte impression. Alors j'ai déjà reçu certains commentaires sur mes vidéos. Oui, l'Espagne, je trouve qu'on la vend un petit peu trop, on la surcote, entre guillemets et tout. Je suis d'accord pour dire que l'Espagne, c'est pas non plus voilà, l'équipe all-time. On n'a jamais vu ça de l'histoire. Faut pas fumer. Par contre, sur l'impression sur le terrain, visuel, tout ce que tu veux, c'est quand même extrêmement, extrêmement fort. Et ce qui est cool, c'est que l'Allemagne, c'est un petit peu la deuxième ou troisième équipe dans ce registre-là, qui a quand même eu un match voilà, contre le Danemark un peu compliqué, entre guillemets, je sais pas si c'était vraiment le terme. En vérité, l'Allemagne aurait pu marquer très très tôt dans le match, au bout des 10-15 premières minutes, il aurait peut-être pu avoir 2-0. Mais ouais, il y a quand même eu une bonne génération danoise, on va dire, surtout en seconde. Et à la fin du match, c'est quand même Rudiger qui a été élu homme du match, hein, donc ça indique quelque chose. Et honnêtement, alors d'habitude, je fais ça un peu en fin de développement, en fin de raisonnement, mais je vais le dire dès maintenant. Espagne-Allemagne, vous voyez que là, les probabilités de victoire, qu'est-ce qu'ils voient? 35% pour l'Espagne, 35% pour l'Allemagne et 30% en prolongue. C'est extrêmement serré. Pour, en tout cas, Google comme ça, c'est du 50-50. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai un feeling. Alors voilà, c'est un feeling, hein, partez ça que ça se base aussi sur ce qu'on a vu, mais c'est un feeling. Je me dis que si, parmi tous les matchs de l'Euro, il peut y avoir une giga claque, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par une giga claque? Je pense que vous vous souvenez toutes et tous de ce Brésil-Allemagne. Bon, si vous l'avez pas vu en direct, c'était un des moments d'histoire les plus fous de l'histoire de ce sport, même de l'histoire du sport en général. Le Brésil, pays hôte, s'est littéralement fait humilier 7-1 face à l'Allemagne. À domicile, je le rappelle, c'était irréel. On avait quasiment jamais vu ça. En Coupe du Monde, je ne sais pas si on a déjà vu ça. À ce jour, ça reste encore, je pense, le match le plus humiliant pour un pays hôte. Le Brésil, chez eux, s'est fait déchirer. Et le pire, c'est qu'Oscar met le dernier but à la 90e. Il y avait 7-0. C'est bref, une humiliation. Alors, je suis pas en train de dire, ouais, les gars, l'Allemagne, qui est le pays hôte cette fois-ci, va se prendre un 7-0 contre l'Espagne. Non, je dis pas du tout ça. Et mon feeling sur ce match-là, c'est que, évidemment, tout peut arriver. L'Espagne me paraît quand même être en avantage au niveau du jeu, de la production, de tout ce que tu veux. Et je dis simplement que si l'Allemagne craque un petit peu, tombe dans ses revers, oui, j'y crois à 2000%. L'Espagne, on a vu qu'elle pousse énormément. Je suis très très convaincu que l'Espagne peut mettre 1, 2, 3, 4 buts même. Et tu me dis, Espagne-Allemagne, dans un scénario un peu cataclysmique pour les Allemands, il y a 5-1, 5-0. Ben, je suis pas en mode, non, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Après, oui, c'est assez improbable, on est bien d'accord. Il y a quand même, voilà, un enchaînement là, de l'Espagne qui est assez exceptionnel. Rien que sur cet Euro, il n'y a eu que des matchs aboutis, hein, littéralement. Ce match-là contre l'Italie était absolument irréel. Une Italie, certes, très très faible, mais on a vu la quintessence un peu du football espagnol, en tout cas de ces joueurs-là. Exceptionnel. Cette Espagne-Géorgie, bon, les gars, 35 tirs, 13 cadrés. Un carnage sans nom, hein, j'ai rarement vu une équipe aussi forte là. Bon, la Géorgie est évidemment une très belle équipe, mais beaucoup trop friable dans le contrôle du ballon, dans la défense et tout. Et surtout, je vais vous montrer un truc. Bon, évidemment, ça remonte, hein, ça remonte à 2020, 17 novembre 2020, mais c'est quand même assez drôle, c'est que la dernière confrontation Espagne-Allemagne s'est terminée sur un 6-0. Bon, un match
réellement à sens unique. Là, il n'y avait absolument aucun débat. Regardez simplement les stats, 70% de possession, il n'y a eu que 2 petits tirs allemands. Enfin, ce match n'avait pas eu lieu d'être, honnêtement. Et le pire, c'est que quand on regarde un petit peu les joueurs qui étaient alignés, bon, évidemment, il y a des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, mais il y a toujours un petit peu ce Rodri qui est ici, Morata, notamment, bon, Ferran Torres et Olmo qui sont là, mais plutôt en tant que remplaçant. Et la compo allemande, bon, ben, Gundo et Kroos sont toujours là, notamment. Et après, ça a quand même bien changé au niveau de l'attaque où il y a des Musiala, des Florian Wirtz qui sont là aujourd'hui. C'est un peu différent. Mais pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça simplement pour dire que, ouais, l'Espagne a déjà frappé l'Allemagne de manière assez folle. On s'en souvient peut-être un peu moins parce que c'était la Ligue des Nations et que, bon, voilà, c'est une compète dont on n'a pas trop souvenir forcément. En tout cas, quand on revoit l'historique quand même entre les deux équipes, la dernière victoire allemande était le 18 novembre 2014, donc ça remonte à presque 10 ans. C'était 1-0. Avant ça, en 2010, quand l'Espagne gagne sa Coupe du Monde, il y a eu 1-0. Il y a eu des 1-1. Il n'y a pas eu 1-1, 1-1. Et ah oui, il y a eu un 1-1 en Coupe du Monde. Bah oui, c'est vrai que j'avais totalement oublié ce match-là. Coupe du Monde 2022, c'est vrai qu'il y avait un match nul entre les deux équipes. Bah voilà, c'était un peu le dernier match. Donc il y a eu pas mal de nuls au final. Bon, maintenant, on va quand même s'intéresser aux équipes actuelles. C'est bien l'histoire, machin, on a compris. Maintenant, les équipes actuelles, on va faire un petit peu un tour d'ensemble de certaines stats qui sont intéressantes à noter. Déjà, on peut remarquer que niveau but par match, on a quand même Allemagne et Espagne qui sont forcément premiers. Ils ont beaucoup marqué. Au niveau des expected goals, donc les buts attendus, eh bien, on a l'Espagne et l'Allemagne également premiers avec le Portugal. Mais bon, l'Espagne a une belle avance. Ça s'explique notamment parce qu'ils ont affronté la Géorgie qui concède beaucoup trop. Les grandes chances, il y a l'Espagne également ici. On a l'Allemagne qui est là. Les tirs cadrés par match, Espagne-Allemagne. Enfin bref, vous avez compris. Grande chance manquée, il y a quand même l'Espagne, mais bon, ça génère tellement d'occasions que c'est normal. Bref, Espagne et Allemagne sont très régulièrement dans le top, hein, c'est une vérité. Une stat qui me paraît être extrêmement intéressante, c'est la stat des touches dans la surface adverse. On a quand même la France et le Portugal qui sont les deux équipes, la France surtout de très loin, ayant touché le plus de ballons dans la surface adverse. On a encore l'Espagne dans le top 3 et l'Allemagne n'est pas loin. Donc ça indique encore une fois, vous savez, des équipes qui, oui, se génèrent des occasions, ont beaucoup de ballons, sans créer. Et voilà, ça n'a aucun sens. Ces équipes sont vraiment folles. Et quand même quelque chose qui est intéressant et pourquoi l'Espagne a autant changé par rapport à ces dernières années, c'est la possession moyenne. On voit quand même que le Portugal et l'Allemagne sont quand même les deux équipes ayant le plus possession. Et de loin, hein, voilà, quasiment 70 pour le Portugal. Bah, l'Espagne, avec 59,5, c'est beaucoup moins. Regardez, c'est un peu plus que la France et c'est ça qui a tout changé. On est passé d'une Espagne un peu à la Luis Enrique et tout, ultra dans le contrôle, 70, 75, même 80% de possession, tous les matchs, tout le temps, et c'était seulement ça. Mais manque de créativité, manque de percussion, et tu pouvais perdre comme ça sur un compte, sur une action, machin. T'avais pas ça. Maintenant, avec Lamine Yamal, Nico Williams notamment, tout a changé avec aussi un Pedri qui se développe plus, qui se projette beaucoup plus. Il y a du danger partout. L'Espagne est exceptionnelle avec le ballon. L'Espagne est exceptionnelle sans le ballon. Il y a aussi des joueurs qui ont émergé. Je pense à Fabian Ruiz, qui a un niveau absolument irréel. Je pense que Fabian Ruiz n'est pas loin d'être le meilleur joueur de l'Euro actuellement. Il fait un Euro irréel, je comprends pas du tout. Et donc voilà, ça c'est la grande force de l'Espagne, où l'Allemagne quand même peut ne pas avoir le ballon, mais cherche beaucoup plus à l'avoir. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Et j'ai envie également de vous montrer une petite stat concernant le XG concédé, à quel point tu aurais dû encaisser certains buts. Bon bah la France évidemment en première position, enfin 24, ça veut dire que c'est celle qui a encaissé le moins avec 2,6. On a la Serbie mais qui est déjà éliminée comme l'Ukraine. On a l'Allemagne, donc c'est la deuxième équipe parmi les qualifiés à 3, donc une équipe mine de rien qui n'a pas concédé des milliards de tirs. Neuer, il n'a pas dû faire non plus des arrêts extrêmement élevés non-stop. Et l'Espagne est juste après l'Allemagne avec l'Angleterre notamment. Donc quand même, l'Espagne et l'Allemagne peuvent avoir quelques problèmes défensifs, mais il n'y a pas eu des occasions en mode « mais attends, mais c'est pas possible, l'équipe adverse, elle doit mettre 1, 2, 3 buts ». Pas du tout. Ça s'explique parce qu'ils ont une domination assez énorme quand même sur le terrain et voilà, il faut le dire. Et là, je vais terminer par ma stat préférée et je pense que c'est la stat qui va peut-être tout changer et c'est la stat qui va le plus indiquer à quel point ce match Espagne-Allemagne peut mal tourner pour les Allemands. C'est la statistique suivante, la possession remportée dans le dernier tiers. Vous savez très bien que ce qui caractérise cette équipe espagnole, c'est un pressing exceptionnel et surtout un contre-pressing à la perte qui est irréel. Je pense très honnêtement que l'Espagne est la meilleure équipe sur ce registre et de très loin. D'ailleurs, les stats le montrent. Voilà quelle est la meilleure équipe sur ce registre. C'est évidemment l'Espagne avec 7,5. C'est énorme, hein, voilà, c'est énorme, c'est bien devant l'Autriche qui est éliminée, que la Croatie et tout machin. Et quand on descend, où se trouve l'Allemagne, mine de rien, assez loin. Elle est en 13e position, elle est à 3,5, on voit que la France ici à 2,8. Donc oui, l'Allemagne
peut énormément avoir du mal à faire ressortir ses ballons, malgré le fait qu'elle ait des techniciens extrêmement bons. Mais je vous laisse imaginer la pression espagnole non-stop continue sur un match. Waouh, ça peut être très très compliqué. Et vu le nombre de ballons que les Espagnols récupèrent dans le dernier tiers, il suffit d'un ballon récupéré très très rapidement et relancé. Et après, ça peut terminer très très vite. C'est pour ça que ce match, je vais pas dire il va être à sens unique, il ne faut pas fumer. Vous avez bien vu que l'Allemagne est également exceptionnelle sur énormément d'aspects. Maintenant, je ne sais pas à quel point les Allemands vont pouvoir contenir ces assauts-là espagnols. Bon, maintenant, on va quand même passer au chrono. Hein. Bonne 10 petites minutes quand même, 10 grosses minutes sur cette Espagne-Allemagne. Ça va être un match merveilleux, absolument légendaire, je le pense. Alors, les gens partent en majorité sur un 2-1, 32% pour l'Espagne. Il y a quand même du 1-2, 21%, donc c'est l'autre résultat le plus joué. Et un 1-1, un petit match nul. Et vous savez quoi? Vous me savez, hein, moi, je suis très, très joueur. J'aime beaucoup mettre beaucoup de buts. J'ai un peu peur pour l'Allemagne. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir bien gérer les transitions défensives. On sait que c'est une équipe qui a un peu du mal à coulisser, qui est en fait très forte en, comment vous dire, en transition. L'Allemagne est forte en transition, mais je pense également en attaque rapide pour construire le jeu, pour aller très vite, très fort. Mais il peut avoir beaucoup de mal avec la pression. Quand Rudiger a été élu homme du match contre le Danemark, quand Neuer, mine de rien, a fait des arrêts importants, ça indique quelque chose. Pour moi, ça reflète le fait que, aïe, attention quand même face à une équipe qui parfois peut pousser beaucoup. Voilà, Rudiger est homme du match, ça indique quand même quelque chose. Après, voilà, l'Allemagne aura des occasions, l'Allemagne se génère beaucoup d'occasions, l'Allemagne en rate également beaucoup. On verra bien, le réalisme sera évidemment très important. Bon, écoutez, je vais quand même dire dans l'absolu que l'Espagne va se qualifier. Je vois pas des prolongations sur ce match-là. Pour moi, je vois un match en 90 minutes. Alors, est-ce que je fais ma théorie comme quoi il y aura une humiliation extrême et tout, et je mets un petit genre 5-1 pour l'Espagne? Je sais pas, parce que pour moi, imaginez s'il y a 3-0, je vous dis nimp, peut-être que l'Espagne va commencer à tranquilliser son jeu, à être bien et tout. Mais voyez un peu la sur-giga domination qu'on a vue en Espagne-Géorgie, la méga domination qu'on a vue sur Espagne-Italie. Je vais pas dire que je m'attends autant à ça, parce que l'Allemagne a une réponse, peut très bien relancer. Maintenant, au duel, etc., je sais pas, Rodri est tellement une tour de contrôle. Bon, on verra bien. Xhaka a pu empêcher Kroos de développer son jeu. Est-ce que Rodri va également faire ça avec Kroos? Je vais mettre, allez, un match ultra explosif, un petit 4-2, je sais pas. En vrai, j'ai envie de mettre des pronostics vraiment drôles comme ça. Mais dans l'absolu, partez du principe que mon idée, c'est quand même un avantage à Espagne, qui n'est pas non plus extrême. Je pense qu'on est sur du 60-40, mais que l'Espagne est globalement plus forte. Et si l'Allemagne se qualifie, ça peut être exceptionnel. Pour moi, l'Allemagne est une des rares équipes qui peut éliminer l'Espagne. Ça me paraît très clair parce qu'il y a quand même une qualité offensive énormissime. Il y a des milieux qui peuvent tirer et marquer. Mine de rien, en coup de pied arrêté, c'est très bon également, l'Allemagne. Donc, je ne vais pas les enterrer du tout. Mais je crois en une Espagne très forte. Allez, un petit 4-2, très énervé. Première équipe qui marque, pourquoi pas mettre l'Espagne. Et premier buteur. Et si on mettait Lamine Yamal qui n'a toujours pas marqué, mais qu'est-ce qu'il est exceptionnel ce joueur. On sait pas, allez, je vais faire ça et c'est pour le beau jeu. Franchement, cet Euro nous offre des affiches et je vous jure, cette Angleterre-Suisse, vu le niveau exceptionnel de la Suisse qui est, je le dis très clairement, l'équipe qui m'a impressionné le plus avec l'Espagne. Avant la compétition, de manière honnête, j'étais pas en mode j'attends beaucoup cette Suisse, on sait pas trop, c'est un peu flou et tout. Il y a eu des choix qui ont été faits de la part du coach, des choix extrêmement payants. Et oui, il faut le dire de manière claire, nette et précise, l'Angleterre doit énormément s'inquiéter de cette Suisse-là. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de Suisses qui ont rejoint la chaîne. Entre-temps, je vous remercie du fond du cœur. J'ai reçu tellement de messages. Merci. Votre équipe est très belle et elle me hype énormément. Bon, Angleterre-Suisse. Sur le papier, on est d'accord. L'Angleterre est favorite sur tout, contre toutes les équipes du monde. Peut-être il y a débat avec la France, mais oui, sur le papier seulement. Il y a une vérité quand même. L'Angleterre, c'est sombre. C'est extrêmement sombre. Pour moi, c'est bien plus sombre que la France parce que malgré, oui, un match contre la Belgique qui était un peu sombre, on va pas se mentir, dans la production offensive, je veux dire, globalement, l'Angleterre, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de production. Le Serbie-Angleterre est le pire match de l'Euro, hein, réellement. Quand on a vu ce Danemark-Angleterre, c'était également un match dégueulasse, mais de la part d'Angleterre. Le Danemark avait plutôt bien joué. Et Angleterre-Slovénie, ouais, je pense que c'était le nouveau pire match de l'Euro. Abominable, dégueulasse, tout ce que vous voulez. Je suis désolé d'être très cru, mais c'était voilà, il y a une vérité sur cette équipe. Et bon, ouais, honnêtement, je suis quand même triste pour les Anglais parce que Southgate, encore une fois, vous savez, j'essaie toujours d'avoir beaucoup de mesures, beaucoup de respect. C'est un coach, c'est un sélectionneur, il a sûrement eu ses diplômes. Bah oui, il a eu ses diplômes et tout. Moi, je suis rien. Je suis juste un mec qui fait des vidéos sur YouTube, qui essaie de partager ma passion. Parfois, voilà, je peux avoir des mots qui sont un peu hors de ma pensée. Mais voilà, moi, quand je vois Southgate, je me dis,
bon, quel est ton but? Et j'essaie de me penser aussi un peu à la manière de Deschamps, qui veut un football aussi très contrôlé, très défensif et tout. Bah, avec Southgate, j'ai quand même moins cette impression-là, parce que l'Angleterre, alors certes, subit quand même peu, mais ne produire rien, enfin, je veux dire, c'est neutre, il n'y a rien. Il y a très peu de choses dans cette Angleterre. Et ben, si vous avez vu ma dernière vidéo Slovaquie-Angleterre, je voyais ce match aller au tir au but. Bon, il y a eu 2 buts tellement rapides, les Slovaques ont complètement craqué forcément, mais c'était globalement un match d'une production dégueulasse. Mais ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un entrejeu qui n'est pas du tout fait. Rice, Mainu, Rice, je sais pas, Gallagher, enfin, il y a des trucs, on sait pas c'est quoi, comment ça joue au milieu. Donc déjà, ça indique quand même un truc. Ensuite, tu as des positionnements. Bon, Bellingham est extrêmement offensif comme au Real, mais au Real va avoir le backup qu'il y a derrière. Phil Foden est ailier en Angleterre. Ok, c'est quand même peut-être le meilleur joueur de PL. Hein. On a quand même un mec qui se nomme Cole Palmer, qui a bien ciré le banc. Encore une fois, voilà, il est jeune et tout machin. C'est comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe dans cette équipe-là, mais elle ne fonctionne absolument pas. La seule et unique raison pour laquelle l'Angleterre peut remporter cet Euro, c'est parce qu'il y a les joueurs individuels qui sont parmi les meilleurs mondiaux. Sans débat possible. Kane est peut-être le meilleur avançant du monde actuellement. Ultra technique, ultra intelligent, ultra fort dans la finition. Saka est un des meilleurs ailiers au monde. Bellingham est un des meilleurs joueurs du monde. Enfin voilà. Walker est ultra fort, même s'il peut avoir un peu de mal en ce moment parce qu'il vieillit. Stones à City, c'est un monstre. Mainu, il fait une saison quand même importante avec Manchester malgré son jeune âge. Rice est un des meilleurs milieux de PL du monde, tout ce que tu veux. Enfin, bref, le banc est choquant. Maintenant, bon, ça roule pas du tout. Et je pense que c'est malheureux. Mais l'Angleterre peut avoir énormément de mal face, comme on l'a dit, à une Suisse qui est extrêmement forte. La Suisse est, pour moi, sans débat possible, l'équipe avec l'Espagne produisant le meilleur jeu. Qu'est-ce qu'on entend par meilleur jeu? Équilibré, avant tout. En un mot, la Suisse, c'est l'équilibre. Extrêmement fort dans la production offensive, très bon dans les replis défensifs, mais également incroyablement bon dans le pressing, dans le contre-pressing, tellement bon en conservation, tellement bon pour jouer dans le jeu long, dans les grands espaces, dans les petits espaces. Cette équipe a legit absolument tout, sauf un truc, et c'est ce qui peut me faire le plus peur en fait pour cette équipe suisse. Enfin, peut-être 2 trucs. Ben, déjà, truc numéro 1, l'expérience. Alors oui, il y a des joueurs d'expérience, Chaka notamment, voilà, entre autres, hein, mais expérience globale de la sélection suisse, bah, un quart de finale, c'est leur record qu'ils ont fait en 2021 en éliminant la France. Je m'en souviens encore, ça fait mal. Mais voilà, il y a ce problème d'expérience. Et l'autre, bah, qu'on le veuille ou non, il y a des joueurs top individuellement. Freuler, Chaka évidemment, Akanji qui est exceptionnel, Yann Sommer, même s'il est vieillissant, il est top. Il y a des très bons joueurs individuellement. Maintenant, le banc est quand même moindre. Il y a des vrais bons joueurs sur le banc, mais il n'y a pas les top mondes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Angleterre a des top mondes. L'Angleterre a des top monde. En plus, énormément d'expérience qui connaissent le football d'extrême haut niveau et dans les moments où il ne faut pas flancher, l'Angleterre est beaucoup plus susceptible de ne pas flancher. Maintenant, moi, alors, je parle aussi avec mon cœur, mais factuellement, j'y crois. Je crois à 1000% en la qualif suisse. Honnêtement. Et là, je fais vraiment mon prono du cœur parce que j'ai envie d'y croire. Pour moi, il y a des raisons d'y croire. Pour moi, l'Angleterre va être éliminée. Voilà, j'y crois à mort. Alors, peut-être qu'on se retrouvera. Voilà, l'Angleterre sera passée. D'ailleurs, les pronos sont extrêmement serré. Hein. J'ai rarement vu ça. On a quand même du 2-1 Angleterre pour 26% des gens, 1-2 pour Suisse pour 19% des gens, 1-1 ici, 1-0 également et 0-1. Oh là là, j'ai rarement vu un truc aussi serré. Alors, pardon, vous voyez pas trop les trucs. C'est extrêmement serré. Qu'est-ce que vous en pensez? Partez vraiment du principe que la Suisse sera plus fort dans le jeu. Ça ne fait aucun doute. Je ne vois pas du tout l'Angleterre, comme ça, qui a fait 4 matchs abominables, surtout le match contre la Slovaquie où c'était une caricature. Balle, centre, balle, centre, balle, centre, 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 centre. Les gars, il faut arrêter. La Suisse, en plus, est plutôt bonne, hein, je trouve, dans les airs, avec notamment Akanji qui est exceptionnel. Bon, les gars, la Suisse sera plus forte. Est-ce qu'elle aura son réalisme? Est-ce qu'elle aura son réalisme? Ah là 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 là. Est-ce que, en vrai, ça peut être un match historique. Comprenons bien quelque chose. La Suisse n'est jamais allée en demi-finale de toute son histoire dans une grande compétition. Si la Suisse le fait, compte en plus une Angleterre sur le papier monstrueuse, c'est historique. C'est le plus grand moment de l'histoire du football suisse. J'ai envie de vivre ce moment-là. Aucune offense pour les Anglais, hein, mais pour moi, il y a des arguments. Franchement, vous me demandez, ouais, Koro, pour toi, c'est quoi les pourcentages de ce match-là? Bah 50-50. Mais pas 50-50 dans le sens où ça va être serré au niveau du jeu. La Suisse est plus forte, mais 50-50 parce que l'Angleterre a des individualités meilleures, peut, dans les grands moments, se transcender et surtout,
avec cette victoire, mine de rien, à l'arrache contre la Slovaquie, ça peut te donner un boost de confiance qui est énorme. Donc c'est du 50-50 pour moi. Et je vais dire... Putain, en vrai, la Suisse est quand même tellement forte. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et me dire, allez, il y a un 0-2 limite pour la Suisse. 2-0 pour la Suisse. Emballé, c'est pesé, on n'en parle plus. Mais est-ce que je vais vraiment oser le 0-2 Ah, je sais pas, je sais pas. En vrai, les gars, je vais dire 1-1. Je vais dire 1-1. Et on va dire, Yann Sommer sort la séance de tir au but du siècle. Et la Suisse est qualifiée en demi-finale de l'Euro 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'y croire, sincèrement, j'ai envie d'y croire. J'ai juste peut-être cette crainte vraiment au niveau du réalisme. Je pense défensivement, il peut avoir un réalisme assez élevé. Maintenant, offensivement, bon, Vargas a mis un but de fou, on est bien d'accord. Mais voilà, Rieder, Mbolo et tout, c'est pas la finition la plus importante. Alors Mbolo, il était super bon dans le jeu de déviation, machin et tout, remise. Il n'y a pas de problème, la Suisse sera plus fort dans le jeu que l'Angleterre. Pour moi, il n'y aura aucun débat là-dessus. Mais le réalisme, tu peux être la plus belle équipe sur le terrain et au final, tu peux ne pas gagner. Et historiquement, dans l'histoire du football, bah oui, c'est pas toujours les plus belles équipes qui ont gagné. C'est ainsi, on verra bien, je vais rester sur mon 1-1. Après un match courageux, valeureux, les Suisses, les hommes comment il s'appelle? Yakin, quelque chose, je crois qu'il s'appelle Monsieur Yakin. Est-ce qu'ils vont faire un match valeureux? J'en suis sûr et certain. Est-ce qu'ils vont éliminer l'Angleterre? J'en suis un peu moins sûr, mais on va dire oui, ils vont réussir face à une Angleterre qui aura énormément de mal dans le jeu, dans la production. On verra bien. Mesdames, messieurs, qualification de la Suisse au tir au but. Bon, ce Pays-Bas-Turquie, qu'est-ce qu'il est merveilleux, mais regardez comment nous sommes gâtés. Je vous dis honnêtement, je l'ai dit en vidéo hier, c'est peut-être le match qui me hype le plus au niveau du spectacle et de l'ambiance. On sait qu'il y a une communauté turque irréellement grande en Allemagne, l'ambiance de malade mental. Et mine de rien, les Hollandais mettent également beaucoup d'ambiance. En tout cas, si vous êtes turc, c'est un moment historique pour votre pays. Quart de finale, c'est déjà arrivé. Il y avait eu une demi-finale en 2008. Et je vous souhaite le meilleur contre les Pays-Bas. Évidemment, si vous êtes hollandais, on aime tout le monde ici. Bien, bonne chance à vous pour ce match qui va être exceptionnel. Mais forcément, c'est un moment très spécial pour la Turquie. Un quart de finale face à un match incroyablement valeureux contre l'Autriche. Une Autriche qui, on savait, était forte, hein, vraiment très forte, mais qui a été un peu décevante quand même, dans le réalisme, même un moment trop de centre, je sais pas, on pouvait peut-être s'attendre à mieux, face à une Autriche qui avait déjà battu 6-1 la Turquie, c'est ça qui est assez dingue. Et oui, il y a quand même eu une performance individuelle d'un homme notamment, de Miral, mais c'est un peu, vous savez, parfois c'est des histoires comme ça, un soir, un homme, un soir, l'histoire de Demiral, absolument irréel. Un match 10 sur 10, j'en ai fait une vidéo, j'étais halluciné, je vais même vous montrer un truc, des stats rapidement. Regardez les actions défensives de Demiral comparées à d'autres joueurs. On a Kadioglu à 9, on a Bardakchi notamment à 13, on a Demiral à 24, qui est de très loin le joueur avec le plus d'actions défensives. 3 interceptions, 2 récupérations, 4 blocages, 17 dégagements, dont 11 de la tête, et il s'est fait dribbler 0 fois. Performance 10 sur 10, en plus d'avoir mis un doublé. Bon, maintenant je vais être très honnête avec vous, et honnêtement j'aimerais beaucoup que la Turquie passe, pas que je n'aime pas les Pays-Bas, qui est une de mes équipes préférées sur ce tournoi, mais plutôt de me dire que ça va être très dur. J'ai un peu peur, je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est vrai qu'historiquement, je suis toujours pour les équipes un peu plus petites, un peu les outsiders et tout, parce que j'aime beaucoup ces émotions-là, l'histoire du football. Maintenant, on va être très clair, ce match-là, Autriche-Turquie, ça se base sur, on a évidemment parlé d'Emiral, mais également du gardien, Mert Günok, qui a fait l'arrêt du siècle, un des arrêts les plus fous que j'ai jamais vu de ma vie, il faut le dire. C'était une performance quand même globalement compliquée pour les Turcs, où ils ont eu 0,92 en production offensive, dit que j'ai. Bon, 2 buts sur corner, ok. À côté, il y a eu 3,16 pour les Autrichiens. 3,16, c'est énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme. Je vais vous montrer juste Espagne-Géorgie, on était à combien? Espagne-Géorgie, où l'Espagne a complètement annihilé la Géorgie avec 35 tirs, avec 3,36 d'XG. Donc, vous comprenez bien que quand on est à 3,36 d'XG, où l'Espagne a été largement plus forte, et là, on a 3,16, ou même si l'Autriche a eu du mal, a eu des occasions de fou, ça signifie quoi? Je ne vais pas dire que c'était un peu miraculeux que la Turquie ne prenne pas de but, mais un petit peu quand même. Parce que si Demiral, hier, ne fait pas un match aussi dingue, si Mert ne fait pas cet arrêt-là, peut-être que le match est très probablement, le match est très différent. Alors oui, je suis bien d'accord. Avec des si, on refait le monde. Et la Turquie est en quart parce qu'il y a eu ses perfs. Et pourquoi pas reproduire ça? Bien évidemment, c'est le football. Il faut y croire. Et si j'étais turc,
Bien sûr que j'y crois, et à 2000%. Les Pays-Bas ne sont pas non plus invincibles, voilà, machin. Maintenant, c'est très fort, hein, c'est très très fort. D'ailleurs, on a un match extrêmement abouti contre la Roumanie, qui était une belle équipe. Mais la Roumanie, ils ont tenu 15-20 minutes, je pense. Après, ils ont complètement coulé. J'étais un peu déçu. Je pense que c'était un peu le pire match roumain sur ce tournoi-là. Je m'attendais à mieux. Ouais, quasiment 3 DG pour les Hollandais. 23 tirs, 6 cadrés, 6 grosses occasions. Les gars, on parle pas beaucoup des Pays-Bas. Mais attention, attention. Et si les Pays-Bas, c'était un peu l'année des Pays-Bas, elle avance doucement mais sûrement. Elle fait des matchs comme ci, comme ça. Et si, mine de rien, c'est une des équipes les plus abouties, je trouve, collectivement. Je vous prends même ce match-là qu'ils perdent contre l'Autriche. Bon, il y avait un CSC, il y avait comme des buts assez bizarres, entre guillemets, sans enlever à la performance autrichienne. À la fin, il y a quand même, voilà, 0,95 XG pour l'Autriche, ce qui n'est pas vraiment énorme. Ils mettent 3 buts avec ça. On appelle ça une surperformance offensive. Vraiment, ça se voit net, clair et précis. Et les Pays-Bas, avec 1,73 qui ont marqué 2 buts, c'est à peu près OK. Ils ont également eu plus de production. Ils ont également eu 4 grosses occasions. Donc, encore une fois, même face à une Autriche qui est forte, ils ont pu imposer leur jeu. Ils ont vraiment eu un problème de finition. Et je pense que oui, malgré le fait que les Pays-Bas ont beaucoup marqué, c'est un peu leur problème, la finition. La finition. Cody Gakpo fait un Euro absolument exceptionnel, hein. C'est vraiment l'homme des grands tournois côté Pays-Bas. Gakpo, en plus, 25 ans, mais il a marqué à tous les matchs, je pense, enfin, sauf contre la France. Donc vraiment incroyable. Pour vous dire, la pire performance des Pays-Bas sur ce tournoi, c'était évidemment contre l'équipe de France, où ils ont eu vraiment énormément de mal à développer leur jeu, énormément de mal à avoir des occasions. On voit qu'il y a eu une seule grosse occasion. Il y a eu quand même 4 tirs cadrés. Bon, il y a eu un but refusé pour un sorte de hors-jeu. Je peux comprendre qu'il est un peu dur, mais voilà, il n'y a pas eu beaucoup de production. 0,47 XG, c'est vraiment faible. La France a eu 1,43, aurait mérité de marquer, je pense, voilà, mais bon, la France également sur cette finition, on va en parler. Donc voilà, partez du principe que contre la Pologne, waouh, même vraiment waouh. Contre l'Autriche, ok, tu perds, mais vraiment bien. Et là, contre la Roumanie, step up, Daniel Malen, premier joueur à mettre un doublé. Performance globale très solide sur ce match-là. En fait, vous savez ce qui est rassurant, une Roumanie qui certes n'est pas non plus l'équipe offensive du siècle, mais qui a déjà eu des très belles séquences, même contre la Belgique où elle aurait pu marquer, elle a marqué 3 buts, contre l'Ukraine, elle est plutôt vraiment bonne, ben, elle a eu 0,28 XG, ce qui signifie un nombre d'occasions extrêmement faible. Il y a eu quasiment un match à sens unique, on va le dire, et je vous avoue que ce match-là contre la Roumanie me fait vraiment indiquer que ça peut être extrêmement compliqué pour les Turcs. Alors vraiment, voilà, je peux parler des Turcs hein, sans aucun problème. Et on l'a notamment vu sur ce match contre la Géorgie. La Turquie, c'est une attaque exceptionnelle. Voilà, ça, c'était un des meilleurs matchs de l'Euro. C'était le meilleur match du début de l'Euro. On avait quand même une Turquie qui avait fait 22 tirs, 8 cadrés, 3 XG, donc une performance offensive énormissime. Voilà, même des buts exceptionnels, notamment de Güler, on se rappelle très bien, ou de Muldur, je ne sais pas si je le prononce mal, excusez-moi, merveilleux. Voilà, il y a une compo offensivement parlant qui est dingue, qui est vraiment dingue, il n'y a pas de problème. Mais pour arriver à être bon offensivement, il faut essayer d'avoir le contrôle du ballon. Les Pays-Bas ne sont pas une équipe de possession, donc ça peut aller. Ça peut être un match ultra spectaculaire. Bon, ouais, ça c'est clair et net. Maintenant, on va quand même être clair, il y a une absence un peu majeure là qui va arriver, c'est Koksu qui ne sera pas là. Et il y a également un autre joueur qui ne sera pas là, c'est Yuksek. Alors, Çalhanoğlu va revenir, bien évidemment. On verra bien ce que ça va être. C'est quand même un peu le meilleur joueur, en tout cas sur le papier de cette sélection. Ça va être un match très intéressant. Maintenant, voilà, globalement, partez du principe que s'il y a bien un match où tout peut se passer, explosivité et tout, oui, c'est ce Pays-Bas-Turquie, parce qu'il peut avoir très peu de contrôle à un moment. Ça peut aller attaque-défense tout le match. On verra bien. Ça va être dur. Ça va être dur pour les Turcs. J'aimerais vraiment qu'ils passent. On voit que les gens mettent du 2-1 ici, du 2-0 et même du 3-1 pour 13% des gens. J'aimerais bien un match avec beaucoup de buts. Est-ce que les Pays-Bas remarqueraient encore 3 buts? On verra la finition. Maintenant, je pars du principe d'un truc. Il y aura des absences importantes côté turc. Je pars du principe que Demiral ne peut pas refaire une performance aussi exceptionnelle. C'était vraiment trop. C'est irréel. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et le gardien, on verra bien, Mertens a quand même fait des arrêts dingues, surtout le dernier contre l'Autriche. Pour que la Turquie passe, il faudra le même match contre l'Autriche, en mieux défensivement. Pour moi, c'est très clair. Je vois la Turquie marquer, qui marque à peu près à chaque match. Je vais dire... Ah, c'est dur, c'est dur. En vrai, 3-2, est-ce qu'on aimerait ce petit 3-2 là, comme ça? En mode la Turquie ultra vivace, qui fait de son mieux, qui arrive à marquer 2 buts et tout, qui est plutôt bonne sur coup de pied arrêté, mais au final, trop d'offensive Pays-Bas, et au final, ça empile les buts. Est-ce qu'on fait ce petit 3-2?
Eh ben, vous savez quoi, je vais faire ce petit 3-2. Je pense qu'en pourcentage, on est quand même sur un avantage aux Pays-Bas du 60-40, même 65. Pas que je sous-estime encore une fois la Turquie, c'est juste le jeu. Le jeu de la Turquie les rend un peu vulnérables. On verra bien. J'aimerais beaucoup que ça se fasse, mais on va dire 3-2 pour ce très bon match qui va être exceptionnel. C'est le dernier match de ces quarts de finale. Et enfin, mesdames, messieurs, le match ultime. Le match que personnellement j'imaginais en finale avant le début de la compétition. Le match qui oppose le Portugal et la France. Un match dont on développera ça dans une vidéo comme on a fait pour France-Belgique. Parce que déjà la vidéo est très longue et on en parlera à quel moment. Mais ce que je peux déjà dire, un match d'histoire. La France et le Portugal sont maintenant deux pays qui s'affrontent régulièrement. En 2016 déjà dans un premier temps, un match que je vais oublier à vie, s'il vous plaît, ne me parlez plus de ce match de 2016. Un match en 2021 et un match maintenant qui va arriver. La revanche définitive pour l'équipe de France qui pourrait éliminer le Portugal, oui ou non, on ne sait pas. Parce que oui, cette défaite de 2016, elle fait encore très mal. Eder, pourquoi tu as fait ça, Eder? Pourquoi tu voulais nous faire du mal? Pourquoi, mon ami? Mais en vrai, très content pour le Portugal quand même, vraiment équipe. C'est mon équipe préférée avec la Belgique hors France, en Europe. On verra bien ce qui va se passer. Déjà, on voit quand même qu'au niveau des probas, on voit quand même plus la France avantagée. 41, 28 pour le Portugal, 31 en prolongation. Et comme ça, on va développer ça dans cette vidéo. Moi, ce que je peux dire, oui, je sens un léger avantage France. On n'est vraiment pas sur du 70, 30, non, pas du tout. On est, je pense, sur du 55, 45 France. Si on veut aller vraiment loin, 60-40 France, pas plus. Pour moi, c'est vraiment pas plus. Et malgré le fait que la France a montré un visage assez sombre hein, contre la Belgique, on est bien d'accord. 2 tirs cadrés pour 19 tirs, c'est une finition absolument dégueulasse, on est bien d'accord avec ça. Maintenant, on en reparlera en vidéo, la France, avec Kanté, Tchouaméni, Rabiot qui sera absent, on en reparlera. Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé et Maignan. Oui, je le dis sans aucun débat, la France a la structure la plus solide de cet Euro. Et j'allais dire de loin, ouais, pour moi, d'assez loin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, cet Euro se passerait beaucoup mieux si devant, c'était un peu plus performant. Mais bon, à force est de constater que devant, c'est un peu sombre. Mais c'est cool parce que tu as des hommes comme Oupa, comme Saliba qui a fait un match délirant, Koundé qui fait un Euro exceptionnel. Bah, on voit un peu plus ces joueurs de l'ombre, on peut le dire. Maignan, tournoi de port également. Ça va être dingue, j'ai trop hâte de ce match-là. Alors oui, bien sûr que le Portugal hein, a une qualité de fou. Je vais pas faire le mec, notamment voilà ce match-là. Ils se sont fait quand même très peur contre la Slovénie, on en reparlera. Il y a des joueurs de fou à toutes les lignes. Le meilleur joueur, je pense, portugais, Vitinha, tellement jeune. J'aime tellement le joueur. En plus, il joue, voilà, vous savez, pour mon club de cœur. Bon, bah écoutez, des joueurs de malade, hein. Ça va être dingue. Est-ce que ça va être le dernier match de Cristiano Ronaldo? On en reparlera très tranquillement dans une prochaine vidéo. Et voilà les amis, pour mes pronos des quarts de finale, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite vraiment à laisser un petit pouce bleu avant de partir. Ça m'aide, vous savez, beaucoup. Votre soutien me touche beaucoup trop. Il y a tellement de commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est plus possible. Quand tu reçois des centaines de commentaires, c'est vraiment plus possible. Donc voilà, je vois un peu de spectacle. En vrai, Pays-Bas-Turquie, je vois du spectacle. Ça, c'est clair et net. Espagne-Allemagne, j'ai envie de croire à la folie, vraiment que ce match peut s'enflammer et tout. Dans l'absolu, je pense qu'il peut y avoir beaucoup moins de buts, mais j'ai envie d'y croire. Angleterre-Suisse, ouais. En fait, j'ai trop peur, vous savez, l'Angleterre-Suisse, que la Suisse fasse un match exceptionnel, parfait, de A à Z et tout, mais qu'il n'y a pas ce réalisme, et que l'Angleterre, avec une vraie occasion, ils vont la mettre, et après, c'est terminé. J'aurais trop mal au cœur pour les Suisses, que j'imagine extrêmement fort, voilà. Et le Portugal-France, vous voyez que c'est le match avec le plus d'indécision. Hein. Il y a 1-2 France ici, il y a 0-1 France là, il y a 1-1, il y a 2-1 pour le Portugal, il y a 1-0. On verra bien, on fera la vidéo et je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce match, cette confrontation merveilleuse. Les amis, merci pour votre soutien. Profitez bien de cette fin d'Euro. Je pense qu'on peut avoir des grosses surprises. Vous voyez quand même que il peut y avoir vraiment des surprises sur cet Euro. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.